Bonsoir, merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Une nouvelle frappe israélienne menée par drone a tué une personne à Wadi al-Hujayr, selon le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne a annoncé avoir tué un combattant du Hezbollah dans la région de Kantara, dans le sud du Liban, par un drone israélien et a visé aussi un moto à Hanin, causant un décès. Entre le Liban et le Qatar, c'est l'entente sur la stabilité du pays et sur l'exclusivité des armes à l'État. À Doha, le président Joseph Aoun a entamé une visite officielle marquée par une série de rencontres avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Un moment qualifié d'historique, avec en toile de fond la volonté commune de préserver la stabilité du Liban. L'émir Tamim a affirmé que la période actuelle est propice à renforcer ce soutien, notamment dans les secteurs de l'électricité, de l'énergie et du soutien à l'armée libanaise. Au cœur des discussions, le respect de l'accord de Taïf et la nécessité de garantir que seules les forces étatiques détiennent les armes, une condition essentielle selon les deux parties à la paix civile durable au Liban. Aucune aide humanitaire n'entrera dans Gaza. C'est la déclaration sans appel du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, alors que les agences de l'ONU décrivent une situation pire que jamais dans l'enclave palestinienne. Depuis le 2 mars, Israël bloque l'acheminement de nourriture, d'eau, de carburant et de médicaments vers le territoire, affirmant vouloir exercer une pression maximale sur le Hamas pour obtenir la libération des otages. L'aide humanitaire est utilisée par le Hamas, la bloquer est un levier stratégique, affirme le ministre israélien de la Défense. Les organisations non gouvernementales dénoncent une catastrophe humanitaire majeure. L'ONU affirme que 2,4 millions de personnes sont en situation critique à Gaza. Depuis le 18 mars, date de la reprise des offensives israéliennes, plus de 1600 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé du Hamas. Avec plus de 51 000 morts en 18 mois, la guerre à Gaza ne connaît aucun répit et l'aide, quand elle existe, n'arrive plus. À Genève, l'ONG Médecins sans frontières lance un cri d'alarme. Dans un communiqué sans détour, MSF dénonce une situation inhumaine et mortelle dans la bande de Gaza, transformée, selon ses mots, en fosse commune pour les civils palestiniens et les humanitaires. Depuis la reprise de l'offensive israélienne le 18 mars, l'aide humanitaire ne peut plus entrer et les pénuries deviennent critiques. Carburant, nourriture, médicaments, anesthésiants, tout manque. Les hôpitaux privés d'électricité ne peuvent plus sauver de vies. Depuis le 18 mars, MSF ne peut plus accéder à l'hôpital indonésien au nord de Gaza. Les cliniques mobiles sont suspendues et plusieurs sites comme Al-Shaboura à Rafah sont désormais inaccessibles. Depuis le début du conflit, 11 collaborateurs de MSF ont perdu la vie. L'organisation accuse les forces israéliennes de mépris flagrant pour la sécurité du personnel humanitaire et médical. MSF appelle à une levée immédiate du blocus, à un cessez-le-feu et à la protection des civils et des soignants. Mais, sur le terrain, la situation continue de se détériorer sous les bombes et dans l'impasse diplomatique. À quelques jours de Pâques, en Cisjordanie occupée, la ferveur religieuse se mêle à l'inquiétude. La fête est assombrie par la guerre à Gaza et la violence qui gagne la région. La guerre n'est jamais loin. Des bombardements israéliens sont parfois audibles depuis le village à seulement 20 minutes de Jénine, théâtre d'une vaste offensive de l'armée israélienne. Jeannette, paroissienne, raconte l'angoisse quotidienne. Son fils à Bethléem ne pourra pas venir pour Pâques, de peur de rester bloqué par les barrages militaires. Alors que l'économie s'effondre et que 450 villageois ont perdu leur emploi en Israël, la tentation du départ grandit. Mais pour le père Elias Taban, la terre n'est pas à vendre. Les habitants partent, mais ils reviennent sous la menace des combats et du désespoir économique.
La foi reste l'encre de cette communauté, mais certains redoutent qu'un jour, la terre de Jésus ne compte plus de chrétiens. Au Soudan, 2 ans après le début de la guerre civile, un tournant inquiétant. Le chef paramilitaire Mohamed Hamdan Daglo vient d'annoncer la formation d'un gouvernement rival, ce qui augmente le risque de partition du pays. Le gouvernement autoproclamé promet une nouvelle monnaie, une nouvelle carte d'identité et se revendique comme le véritable visage du Soudan. Dans la capitale Khartoum, reprise récemment par l'armée régulière, des centaines de milliers de déplacés commencent à revenir, mais ne retrouvent que des maisons pillées, des rues désertes et aucune infrastructure vitale. Pendant ce temps, les combats se concentrent au Darfour, où les forces de soutien rapide auraient pris le camp de Zamzam, abritant plus de 500 000 déplacés. Bilan, plus de 400 morts selon l'ONU. Réunis à Londres, les pays du G7 appellent à un cessez-le-feu immédiat, dénoncent le soutien étranger au conflit et annoncent une aide humanitaire de plus de 800 millions d'euros. Un pays fracturé, une population épuisée et une guerre qui semble loin. Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi répond ainsi à une déclaration de l'émissaire américain Steve Witkoff qui Nouvelle tension dans les négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran a affirmé que l'enrichissement d'uranium reste un droit souverain et non négociable. Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi répond ainsi à une déclaration de l'émissaire américain Steve Witkoff qui exigeait sur X la fin pure et simple du programme nucléaire iranien dans le cadre d'un éventuel accord de paix régional. Mais pour l'Iran, pas question de revenir sur son programme, notamment l'enrichissement d'uranium, aujourd'hui poussé à 60% selon l'AIEA. Ce seuil reste en deçà des 90% nécessaires à une arme atomique et bien au-delà du 3,67% autorisé par l'accord de 2015, abandonné par Washington en 2018. L'ayatollah Khamenei, guide suprême de la République islamique, soutient les discussions en cours, mais se dit sceptique quant à leurs résultats. Un nouveau round de pourparlers est prévu samedi sous médiation omanaise, mais avec des positions aussi tranchées, le chemin vers un accord semble toujours semé d'embûches. À Istanbul, la majestueuse Sainte-Sophie, âgée de près de 1500 ans, entre dans une nouvelle phase de restauration, non seulement pour préserver sa beauté, mais surtout pour lui permettre de résister au prochain grand tremblement de terre. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et visitée par près de 8 millions de personnes par an, la Sainte-Sophie a déjà survécu à plusieurs séismes majeurs, dont celui de 558 qui avait fait s'effondrer son dôme. Aujourd'hui, elle ne respecte plus les normes parasismiques modernes. Malgré les travaux, l'intérieur reste ouvert au public pour les visites et les prières. Les échafaudages seront installés plus tard à l'intérieur pour restaurer les mosaïques du dôme sans interrompre l'activité du lieu. Les touristes estiment que l'endroit reste magique malgré les rénovations. Passé de basilique chrétienne à mosquée ottomane, puis musée, puis de nouveau mosquée en 2020, Sainte-Sophie continue de se réinventer entre foi, histoire et résilience. Sur ce, nous terminons ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée avec les programmes de Télé Liban. Bonsoir.